Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. Ismo, je pense que c'est Namori. Maurice a parlé avant Namori. Ok, donc président, si tu es avec nous, tu peux prendre la parole pour 5 minutes. Ouais, désolé, j'étais sur la prière. Ouais, donc on parlait, je pense que ça revient sur le sujet de. J'étais un peu déconnecté sur la prière, comme je dis. Sur le sujet du PDC et des TIAM, bah, on va être en train de se dire que finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de chercher à être en train de conseiller le PDCI de sorte à ce qu'il revienne. Bon, nous, en tout cas, au niveau du RAGP, moi, ce que je pourrais dire, hein, franchement, peut-être que vous allez me trouver un peu gauche, mais à vrai dire, la place du PDCI est au RAGP. Voilà, ça, je pense que ils vont tourner, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, et les cadres du PDCI qui sont encore lucides comprendront que, en réalité, ça ne sert plus à rien d'être en train de lutter pour un parti, même pas pour un parti, être en train de suivre des idéologies qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, tout est partagé. Soit, il y a deux choses. Soit le PDCI explose parce que il y aura une certaine élite qui va décider que, écoute, ça suffit. Hein, toute cette incohérence-là, ça suffit. Il faut mettre un terme à ça et revenir à un fonctionnement normal du parti. Et même s'ils réussissent, ça va leur demander du temps pour restructurer le parti parce qu'il y a énormément de frustrations qui vont naître de là. Énormément. Et même là, je ne vous dis pas pour le choix des candidatures, même actuellement pour les législatives, je sais que ça va créer beaucoup de frustrations. Parce qu'ils vont chercher à régler quelques comptes. J'entends certains venir dire qu'il y en a qui, au sein du PDCI, qui ont des projets de destruction, qui sont des traîtres. Et le président aussi, de leur parti, est en train de lui aussi renchérir en utilisant ces mêmes termes. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir déjà énormément de tensions. Les gens vont chercher à se rattraper et à créer une certaine dissidence au sein du parti. Et ce parti va aller au lambeau. Le temps de restructurer, ça va prendre énormément de temps. En temps, je pense que quand même au PDCI, il y a quelques cadres qui sont quand même lucides et qui pourraient être en train de contribuer vraiment à faire évoluer, à contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Et ceux-là, le RAGP les appelle. Le RAGP les appelle, qu'ils viennent au RAGP et qu'ils continuent dans l'esprit qui avait été déjà dès le départ, depuis 2010, qui avait déjà été mis en place et qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avancer tranquillement et sereinement. Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir des modèles qu'on connaît partout. Se dire, oui, bon, c'est vrai, on est en démocratie, ouais, il faut des partis de... Oui, c'est bien, il faut des partis d'opposition et autres, mais quand on ne peut pas, quand la mentalité même des gens n'est pas encore arrivée à ce stade, écoutez, la priorité, c'est de s'engager résolument pour le bien-être des populations et pour le développement de notre pays. C'est ça qui doit primer sur tout. Aujourd'hui où on parle, ce qui serait intéressant, c'est que finalement les gens se rendent compte qu'aujourd'hui le RAGP et le président Alassane Ouattara sont vraiment l'alternative, c'est même pas l'alternative, ils sont le choix à suivre et qu'ils décident de mettre toutes leurs forces pour qu'on puisse continuer dans la lancée dans laquelle on est. Stabilité, garantir la sécurité des Ivoiriens avec tout le contexte sous-régional qui est assez problématique, continuer sur le chemin du développement économique avec la diversification de l'économie dans laquelle on est, mettre toutes nos forces comme un seul homme pour être en train de régler les problèmes, je dirais même pas, pour être en train de surmonter les challenges aujourd'hui qui sont les nôtres. C'est ça le plus important. Ils sont en train de se distraire dans les choses, en train de décapiter l'intellect de certaines personnes qui pourraient être en train de donner plus à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est dommage. Regardez les discours guerriers qu'ils ont. Mais regardez, il y en a même qui sont en train d'adouber les propos de Pichéric Balé qu'on voit. Quand on regarde qui ressemble à quelqu'un qui n'est pas normal, et certains même osent qualifier cela de société civile. Le président même du parti PDCI, regardez ses propos. Regardez même les propos du parti, du président du PPACI. Regardez, vous-même regardez. Regardez le spectacle dans lequel on est. Ayons le courage de leur dire que c'est n'importe quoi. Et puis, ayons le courage de reconnaître que le président Alassane Ouattara est le seul, et tout le RAGP et son gouvernance sont les seuls sérieux dans ce pays finalement. Ouais, moi franchement, excusez-moi peut-être que j'ai heurté certaines personnes,
Mais je vous le dis, ce que je vous le dis, c'est ce qui est la vérité. Arrêtons de nous emmerder. Les modèles sont ailleurs, mais la Côte d'Ivoire a une spécificité. Et nous, notre problématique première, c'est aujourd'hui de contribuer significativement à l'amélioration des bien-être des populations et à faire en sorte que nous allons dans le développement. Laissons les partis politiques suivant Alassane Ouattara. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Président. Est-ce que le Mac est là? Oui, je suis forcément là. Ok, si tu veux rentrer. Non, non. Moi, je vais rester dans la même démarche. Je pense il n'est pas juste de dire que le PDCI et Thiam ont commencé à se perdre quand ils ont senti que Alassane Ouattara allait être candidat. Non. Quand Thiam est venu, beaucoup de gens au PDCI pensaient que le pouvoir leur appartenait automatiquement, pour les raisons que j'ai citées plus tôt. Et donc, l'arrogance a commencé à partir de cette période-là. Et donc, les dérapages du PDCI ont commencé avec Bion. Et je vous ai dit que quand Thiam est élu, on sait tous que Thiam, je dis, et Bion n'a pas fait de déclaration publique d'abord, etc. Mais il a commencé à avoir quelques bisbilles entre eux déjà, dans les nominations, dans la façon dont, justement, il a, écarté les gens qui étaient là avant. J'ai parlé comment on appelle ça, de Guy Kawié, mais j'ai parlé de Thierry Tano, j'ai parlé au-delà même de Bion, à qui il a donné un poste qui était vraiment bizarre, mais qui n'a pas accepté. Mais, je dis, les premières erreurs sont venues de là. Mais ils ont été patients, ils ont pardonné. Mais quand on renouvelle des générations, et même encore les jeunes dynamiques du parti, qui étaient là dans le parti, là, on les rapproche pas de nous. Comme j'ai pris l'exemple de Yasmina Onien et consorts, c'est ceux-là qui devaient être rapprochés de lui. Donc il a créé un petit groupe de personnes qui ne croyaient qu'en lui, qui n'ont vu de l'espoir qu'en lui, etc. Et c'est à partir de là que la communication, justement, commence. Et quand on nous dit, à nous, que le PDCI de Thiam est censé, le PDCI de Thiam va se renouveler et puis revenir au pouvoir. Moi, toutes les bouts qui ont été commises par ce parti-là, moi je regarde aujourd'hui dans le rétroviseur, c'est vrai que la personnalité de Thiam m'impressionnait, etc. Mais aujourd'hui, je ne me revois plus en train de leur faire confiance. Je ne me revois plus en train de faire confiance à quelqu'un qui, lui, il aime le fils d'Amadou Thiam et de Marie Tousso, mais il est capable de dire qu'il y a beaucoup d'étrangers dans l'autre parti. Sur quelle base lui le dit? Je suis contre ceux qui disent justement que Bion doit se présenter chez les Touaregs. Je suis contre ça, mais c'est le type de discours qu'on a toujours entendu là-bas. Et au-delà de ça, quand lui il prend dans son meeting, il dit « Moi j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire ici, on savait tous à qui il faisait allusion. Donc, il est important quand même de dire qu'il est allé trop loin. Et aujourd'hui, pour gagner une élection en Côte d'Ivoire, on ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire sans être représenté dans une partie du pays. Et je ne pense pas réellement que Thiam pourra encore gagner le cœur de ces gens-là si vraiment il ne revient pas sur ses pas. Parce que je l'ai expliqué, il a eu l'opportunité de revenir après les élections municipales. Le RHDP avait connu, sa plus grosse perte un peu dans le Nord. C'est quand une grosse perte, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas en majorité. Mais il y a eu beaucoup trop de candidats indépendants. Il n'a rien fait pour recruter. Il n'a rien fait pour avoir une assise nationale. Donc les gens qui lui ont fait confiance aujourd'hui peuvent légitimement se poser la question de pourquoi nous lui avons fait confiance. Donc le renouvellement sera compliqué. Le renouvellement, pour moi, en tout cas, je pense qu'il sera compliqué. Parce qu'il faut réconcilier le PDCI lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'aller loin sans réconcilier les dugas de notre parti. On ne peut pas aller plus loin sans réconcilier les gens influents dans notre parti. Mais là, il est en train de le perdre de les perdre petit à petit. Mais comment il va justement aller jusqu'à recruter d'autres personnes dans d'autres partis, d'autres personnes influentes dans leur région, dans d'autres partis? Comment il va le faire? Et donc, c'est ce que j'ai dit là. Je pense que tout dépendra de la posture du RHDP après, de comment va s'organiser aussi le renouvellement de génération RHDP, parce que là, ça donne de l'espoir. Hein. J'ai vu quelques candidatures qui donnent beaucoup d'espoir de jeunes, etc. Donc, les vieux là, ils savent qu'ils ont fait leur temps et qu'à un moment, petit à petit, il faut laisser les gens qui peuvent le faire mener le combat jusqu'à la fin, quoi. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Merci le Mac. Mais moi, j'estime que aujourd'hui, il faut reconnaître que le PDCI et son leadership ont cru que l'héritage politique du PDCI allait perdurer dans le temps. Vous voyez?
parce qu'ils ont longtemps misé sur le capital politique qui a émané des luttes des indépendances. Et ensuite, ils ont surfé aussi sur le capital politique engrangé suite au parti unique pendant longtemps. Vous voyez? Et malheureusement pour eux, le multipartisme est venu, mais ils ont quand même continué et ça leur avait réussi jusque-là, c'est-à-dire à capitaliser sur le parcours politique d'Houphouët-Boigny. Vous voyez? Et ça a aidé beaucoup le PDCI à rester ancré dans les esprits. Vous voyez? Et si, lorsqu'on soupèse les actions qui ont été faites par Houphouët-Boigny, ses réalisations et tout, donc tout ça, ça a été mis sur le compte du PDCI et ils en ont profité pendant un temps. Mais sauf que avec plus le temps passe, plus tous ces événements-là s'éloignent dans l'esprit du jeune Ivoirien, la nouvelle génération, vous voyez. Donc, quand on parle de l'avant-colonisation aux indépendances, en passant par l'oufoutisme, mais aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Même si à un moment donné, le PDCI aujourd'hui, tout ce qui lui reste, c'est un peu, pour être honnête, c'est cet ancrage régionaliste et un peu ethnique, vous voyez, qui reste beaucoup et qui le maintient. Voilà pourquoi on parle du V baoulé, là où le PDCI est encore présent, vous voyez. Mais là, même là encore, ça s'est réduit progressivement parce que les mentalités changent, comme j'ai dit tantôt. Les gens ont tendance à oublier ce qu'a été le PDCI et maintenant ils constatent que d'autres personnes sont capables de faire la même chose, sinon mieux, avec le président Alassane Ouattara, qui implante son parti un peu partout en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première problématique du PDCI. Ils doivent s'asseoir et réfléchir. Comment redynamiser une nouvelle la politique, une nouvelle façon de se faire accepter et sortir de l'héritage. C'est-à-dire, ils ont perdu le pouvoir en plus depuis 99, puisque aujourd'hui, ça fait quand même longtemps. Donc, progressivement, ils tombent dans l'oubli, mais ils n'ont pas, on n'a pas l'impression qu'eux-mêmes s'en rendent compte. Vous voyez? Maintenant, le second élément, c'est beaucoup plus au niveau du leadership. Hein. Je pense que ceux qui ont écouté Abou hier, quand il était là, il a fait un exposé qui était quand même intéressant à mon sens. Il a essayé de comparer les différents leaderships. Mais moi personnellement, quand je dis au niveau des leaderships, on a eu le leadership d'Henri Konan Bédié, qui n'a pas réussi à colmater la brèche qui avait fait fuir tous ceux qui avaient adhéré au PDCI au temps d'Houphouët. Donc, feu Henri Konan Bédié n'a pas réussi à colmater cette brèche-là. Donc, son leadership a été assez affaibli à ce niveau-là. Maintenant, ils sont allés chercher comme quelqu'un pour restructurer le parti, comme un sauveur à la personne de M. Tidiam Thiam, qui, dans toute sa démarche et dans toute la démarche de ceux qui l'ont amené dans ce parti-là, parce que, reconnaissons-le, hein, loin de toute démagogie, il a été absent pendant plus de 20 ans. Donc, on l'a ramené dans le parti sans lui faire un cours, sans l'amener à connaître non seulement le pays, la Côte d'Ivoire, parce qu'il dit souvent connaître la Côte d'Ivoire, mais il ne connaît pas la Côte d'Ivoire en réalité. C'est la vérité. Vous savez, quand on fait une analyse, il ne faut pas rester dans les émotions. Les gens vont dire non, il est né ici, il a fait ci, il a fait ça, mais il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il a connu une Côte d'Ivoire. Il a connu une Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire actuelle, il ne la connaît pas. Vous voyez, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire, mais qui a longtemps évolué à l'extérieur. Voilà. Et aujourd'hui, son leadership fait en sorte que il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas le PDCI et il ne connaît pas les défis auxquels font face au PDCI. Voilà pourquoi il a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, et je le dis, beaucoup d'erreurs. Il s'est précipité parce que des gens ont voulu qu'il se présente et il est venu. Il ne s'était pas de faire de sa nationalité. Ils ont voulu faire du forcing et il a été victime de ça aussi. Et quand on le compare à des gens comme Laurent Gbagbo, par exemple, qui a eu, de par son combat et de par son histoire, à
imprimer sa marque dans l'esprit de l'Ivoirien lambda. Que vous soyez du RHDP, que vous soyez du PDC, que vous soyez du FPI, que vous soyez de n'importe lequel de parti ou n'importe quel coin de la Côte d'Ivoire, vous connaissez Laurent Gbagbo. Vous savez qui il est, vous connaissez son parcours, vous voyez, que vous l'aimez ou pas, vous le connaissez. Donc il y a cet attachement-là qui est là, qu'il soit positif ou négatif. Mais Tidjane Thiam a beaucoup misé sur son aura internationale, c'est-à-dire à l'extérieur. Ses compétences professionnelles. Voilà, c'est qui avait entretenu cette image-là. Mais l'image qui est entretenue par Tidjane Thiam, est-ce qu'il a entretenu par le pays profond? Non. Il a entretenu par une certaine classe. Et je l'ai dit à plusieurs reprises sur le palais de Yao. J'ai dit, son image-là est entretenue par une certaine classe. C'est tout. Dans le pays profond, on ne le connaît pas. Il n'y a pas d'attachement. Personne n'est prêt à mourir pour lui. Personne ne connaît les enjeux réels on va dire, oui, c'était l'enfant d'Oufoué. Mais le fait de dire, je suis le petit-fils d'Oufoué, tout ça, vous voyez que même à Bédier, ça n'a pas réussi. Donc, c'est pas à Tidjane Thiam d'une certaine génération, par rapport à ce lien-là, que ça va fonctionner. Donc, ça prenait beaucoup plus que ça. Ça prend beaucoup plus que ça aujourd'hui, dans le contexte nouveau, dans le contexte actuel en Côte d'Ivoire. Et ça a été une erreur fondamentale du PDCI. Et j'espère qu'ils vont bien réfléchir. Sinon, pour moi, ils doivent aller aux élections, hein. Ils doivent aller aux élections législatives. Je veux dire, peu importe les raisons, peu importe les accusations contre eux, ils doivent aller. Ils n'ont même pas le choix qui est d'y aller. C'est ça la démocratie. Vous voyez, peu importe les discours qui ont été tenus avant et tout, ils doivent aller aux élections législatives. Vous voyez, mais même si tu entends lancer un mot d'ordre n'allait pas, les députés allaient partir. Vous voyez, parce que là, ce n'est plus de lui qu'il s'agit. Ce n'est plus de lui qu'il s'agit. Il s'agit de ces députés qui sont déjà là, déjà installés. Il s'agit de ceux qui veulent conquérir. Il s'agit de ceux qui veulent participer comme à la vie politique du pays. Et c'est pas pour rien qu'il a décidé qu'ils vont y aller. Parce qu'il sait que s'il disait qu'il n'y allait pas, il allait perdre tout crédit, il allait perdre toute légitimité et les mouvements pour tous ceux qui veulent faire une OPA hostile vis-à-vis de lui à l'intérieur du parti, ils allaient gagner, ils allaient l'emporter et sa carrière politique serait définitivement éteinte. Même encore là, sous point d'interrogation, dépendamment de la réaction du gouvernement par rapport à l'appel qu'il a lancé. Il a peur. Aujourd'hui, Tidjane Thiam a peur. Même quand vous écoutez son discours, il est prudent, il marche sur des œufs, il explique, il essaie d'expliquer tout, il essaie de faire des nuances. Et quand il parle, il insiste maintenant sur le mot paix, pacifique, non-violence et tout. Parce que il est dans un flou incertain, il est dans un flou vraiment, pour lui, son avenir, il le voit en buée, tu vois, il le voit en vapeur, il voit son avenir en flou, parce qu'il ne sait pas comment le gouvernement va réagir jusqu'à présent. Et le fait que le gouvernement maintienne ce suspense-là, fait en sorte que M. Tidjane Thiam est obligé de rester droit, et contrôler ce qu'il dit. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Donc, si quelqu'un veut renchérir, vous avez la parole. Oui, moi je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit. Hein. Déjà, la première des choses, c'est concernant ce que le frère Namouri disait, où il invitait en fait le PSI à rejoindre le RHDP. Je pense que pour la vitalité démocratique de la Côte d'Ivoire, ce ne serait pas une bonne option. Ça reste ma position. Je trouve que, écoutez, la candidature annoncée du président a, ne serait-ce que d'une certaine façon, essayé de calmer de façon très utopique la lutte pour la succession pour le président Ouattara. On entendait tout et n'importe quoi. Après, je sais pas si c'était avéré ou pas, mais je pense que la question de la succession du président va forcément se poser à un moment donné. Voilà. Dans un tel contexte, demander au PDCI de venir se mêler à cette lutte de succession, ce serait vraiment suicidaire pour eux. Voilà, ça bon, je trouve qu'aujourd'hui, d'abord stratégiquement, ce serait pas une bonne idée. En plus de cela, pour la vitalité de la politique, parce que c'est vrai, moi je suis, c'est vrai, un peu plus libéral en matière d'idéologie. Je ne pense pas que la gauche telle qu'elle est structurée aujourd'hui en Côte d'Ivoire pourra peut-être dans un avenir moyen, à moyen terme ou à long terme, pouvoir constituer une alternative. Donc pour moi, je pense que tout va se passer en fait entre le PDCI et le RHDP pour 2030. Donc pour moi, que le PDCI refasse les choses à l'endroit correctement. Je pense qu'il y a matière
en politique, ça va assez rapidement si tant est qu'on pose les bonnes actions. Si M. Thiam revient, essaie de remobiliser les forces vives du PDCI, les personnes qui ont véritablement de la valeur, qui ont vraiment un poids sur le terrain, s'ils s'appuient véritablement sur eux de façon opérationnelle et non pas sur des dinosaures en griffe qui ont un passé ou bien qui ont qui ont du vécu, je pense qu'il y a la possibilité de créer une union sacrée et puis remobiliser les troupes. 2-3 déclarations, 2-3 meetings, 2-3 postures assez correctes, et puis tout de suite les gens oublient, ou bien les gens pourront dire oui, il a fait telle erreur, mais aujourd'hui il se rattrape. C'est toujours bienvenu en politique de voir quelqu'un en train de se repentir après avoir fait quelques erreurs, les reconnaître humblement, et puis voilà, ça s'oublie. La communication politique, ça sera pas difficile à rattraper en tout cas. En plus, je trouve qu'ils ont quand même du temps pour le faire. Donc pour moi, ce serait pas forcément une très bonne idée. Après, bon, je comprends hein, que le frère Namori peut-être le propose. Je pense que oui, ça peut se lier ainsi, mais pour ma part, je pense que ce serait pas forcément une très bonne idée. Deuxième chose, c'était concernant un peu ce que le frère Ismo venait de dire tantôt, voilà, concernant un peu les possibilités qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir vraiment se relancer. Voilà, pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'erreurs qui ont pu être constatées sur le terrain, mais voilà, il y a vraiment la possibilité de faire quelque chose. Et pour moi, j'espère, je souhaite que véritablement des vrais jeunes montent au créneau, montent en puissance dans les différents partis politiques, peu importe. Parce que, comme on l'a dit, effectivement, tous les pouvoirs qui se sont succédés dans ce pays depuis 1980, depuis 2000 à peu près, n'ont fait qu'effriter un peu plus l'électorat du PDCI. Le PDCI, le FPI est venu faire reculer le PDCI dans certaines régions. Après, aujourd'hui, le RHDP aussi est encore arrivé le RHDP ou le RDS, selon l'appellation, a fait reculer également le PDCI dans certaines bastions. Donc aujourd'hui, je pense que c'est à eux d'essayer d'inverser la tendance en essayant aussi d'aller chercher à conquérir. Je pense que Tidjane Thiam l'avait annoncé dans le temps, que le PDCI doit retourner à la conquête du Nord, une zone qui n'aurait pas dû quitter, voilà, qui a été arrachée, etc. et tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Essayer de se repositionner, essayer de remobiliser les troupes et surtout essayer de miser sur des personnes qui ont un véritable poids politique. Certains noms ont été cités, Abi Raoul, je pense que même Bion, je pense que c'est pas encore perdu. Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est pas encore perdu, c'est des choses qu'on peut rattraper, mais quelqu'un qui pourrait être véritablement une force pour pouvoir déployer le PDCI dans la zone nord du pays. Et puis voilà, il y a pas mal de personnes encore qui ont encore du poids sur le terrain politique. Donc pour moi, faut bien faire les choses, vraiment s'appuyer sur ceux qui ont véritablement du poids sur le terrain. Yasmina Ouinien, comme on l'a dit, Thierry Tano, Bion, il y en a pas mal. Voilà, dans toutes les régions, il y a des personnes quand même qui ont ce poids-là. Donc, essayez de les appeler, les remobiliser, les motiver, et puis désormais asseoir la stratégie et la démarche politique du parti sur ces personnes-là. Voilà. Le point de connaître le pays ou pas, pour moi, qui suis un peu dans tout ce qui... On voit des personnes venir d'ailleurs et puis s'imposer dans un pays, sans bien même le connaître ou pas. Il faut savoir faire les choses comme il faut. Quand tu ne connais pas un pays, si tu estimes que tu ne maîtrises pas suffisamment le pays, il faut savoir t'entourer de personnes qui le maîtrisent du bout des doigts pour que eux ils puissent te donner les conseils adéquats ou moins importants. Donc pour moi, ça c'est pas vraiment un handicap en tant que tel. Voilà, les gens appuient là-dessus parce que ça les arrange. Quand derrière toi aussi tu poses des actions qui ont tendance à justifier ce point-là, ok, tu vas leur donner de l'eau, tu vas mettre de l'eau à leur moulin, mais j'estime que c'est pas un argument. S'il veut, il en est conscient, il pourra rapidement combler ce vide-là, et puis voilà, tranquille. Voilà, donc c'était vraiment ce que moi j'avais envie de partager. Je voulais réagir par rapport à Abbas. Ok. Si vous me permettez, hein. Il y a Khalid qui est là, mais vas-y. D'accord. Alors, Abbas, moi je comprends parfaitement ce que tu dis. Effectivement, quand dans un souci d'avoir une certaine vitalité au niveau de la démocratie, ouais, on peut se dire qu'il faut qu'il y ait une pluralité, une pluralité de partis ou bien d'orientation, de divisions, tout ça. Mais en réalité, sortons de là. C'est pourquoi j'ai dit, sortons des modèles. Je n'ai pas dit que le PPACI doit venir. Il n'y a pas parlé par exemple du PPACI pour dire que la place du PPACI c'est au RAGP.
Je n'ai pas dit que la place du FPI, par exemple, c'est OADP ou la place d'un autre parti. J'ai dit le PDCI. Parce que l'héritage politique, la philosophie la philosophie centrale, fondamentale de ce parti, ça demeure l'oufoutisme. Et ça n'a jamais été autre chose que l'oufoutisme. Et quand on regarde les deux partis, les personnalités du RDR à l'époque sont parties du PDCI. Et tout est venu d'une mauvaise division, d'une mauvaise gestion et d'une guerre de positionnement qui a mal tourné. Mais ce sont les enfants des mêmes partis. C'est ce qui a facilité l'union en 2010 entre Alassane et Bédier, qui ont compris qu'ils n'auraient jamais dû se quitter. Mais on est encore dans cette logique. Et je le dis, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on ne va pas sacrifier au nom d'une certaine vitalité, on ne va pas sacrifier l'intérêt général. Parce que l'intérêt général aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon intervention bien avant, c'est essentiellement de travailler au bien-être des populations et au développement de notre pays. Il n'y a rien qui est au-dessus de cela. Je peux même dire que même s'il y a un seul parti qui est là et qu'il n'y en a pas d'autre, et que ce parti est vraiment en train de travailler à contribuer au bien-être des populations, on s'en fout. Simplement, c'est lorsque justement il arrive qu'on rentre dans une certaine dérive, on a besoin d'avoir des opposants qui soient crédibles, qui proposent des alternatives crédibles et qui travaillent sérieusement. Ça ne sert à rien d'avoir une opposition qui n'est pas en train de contribuer correctement à un débat national, mais au contraire, qui est en train d'envenimer des situations et de créer des conditions d'une certaine déstabilisation. C'est pas possible, c'est pas correct. Et la première, c'est la priorité, comme je l'ai dit, ça doit être la stabilité de notre pays. Tout ce qu'on dit démocratie et autres, là, la priorité, c'est de faire avancer notre pays. Le débat démocratique, c'est de faire avancer notre pays. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on est dans un débat où certaines personnes ne priorisent que les intérêts personnels et que n'arrivent même pas à réfléchir beaucoup plus loin que ça, à ce moment-là, je pense qu'il faut prioriser l'intérêt national. Et moi, je le dis, au niveau du PDCI, je le répète, je n'ai pas dit un autre parti, j'ai dit le PDCI. Et les cadres de ce PDCI-là, ceux qui sont encore lucides, comprennent qu'il faut qu'ils soient cohérents et logiques et qu'ils s'investissent vraiment pour faire avancer le pays. Voilà. La vitalité, ça peut être autre chose. La vitalité, ça peut être l'émergence d'une autre idéologie qu'on attend de voir. Une autre logique cohérente qui est soutenue. Mais quand les bases même sont... C'est chez moi ou on l'entend plus là, ou bien c'est chez moi? Non, Ok, il est revenu, je Vous pense. supprenez des personnes qui sont dans ce parti. Non, je suis Oui, là. Vous supprenez dans ce parti entendre des personnalités qui sont en train... Non, je suis là. Ou on se surprend à entendre des partisans, des membres de ce parti être en train de parler, d'amplifier la division et d'être en train de parler d'une stigmatisation des Ivoiriens, de catégorisation des Ivoiriens. Mais à ce moment-là, les bases sont en train d'être faussées. Il faut rattraper ça très rapidement. Donc, je chute avec pour dire, tu ne connais pas le pays, tu ne peux pas diriger le pays. Abbas, ça là, on a qu'à être clair là-dessus. 2, si les bases sont faussées et que les gens sont en train d'envoyer des discours qui n'ont rien à voir avec ce qui peut permettre de faire évoluer les choses, surtout au PDCI, concernant la culture oufouetiste, la meilleure des choses pour ceux qui sont encore lucides, c'est de rejoindre le camp des oufouettistes. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok, Khalil, si tu es là, tu peux aller. Hein. Non, il y a deux motions. Il y a deux motions. Il y a Kaza et puis il y a Abbas qui a une motion. Je ne sais pas si tu les prends. Ok, Kaza, vas-y. Bonjour à tous, bonne fête de tous les saints à tout le monde ici. Et tapotez le live s'il vous plaît. Bon, moi je vais pas durer sur le live hein, parce que je pars quelque part tout à l'heure, mais merci Khalil hein, pour l'invitation. Alors bon, c'est difficile d'entendre certaines phrases de certains amis ou certains frères ivoiriens. Est-ce que l'opposition actuelle a demandé à déstabiliser la Côte d'Ivoire?
C'est-à-dire, on est dans un pays où, dès qu'on apporte la moindre critique au niveau du RHDP, on vous voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pardon, il y a un chef rebelle qui a été président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qui était de votre parti politique. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui pour être président de l'Assemblée nationale. Un chef rebelle, je ne dis pas que c'est le RHDP qui a envoyé la rébellion, non, loin de moi. Mais il y a un chef rebelle reconnu en tant que tel. Lui-même, il a dit, j'ai pris des armes. Voilà, parce que les gens, on a empêché les gens de porter des boubous. Cette opposition-là, il était de l'opposition, non? Tu l'as condamné, toi? Non, pardon. De temps en temps, il faut faire profil bas. Quand faut pas rester là à sortir des grandes phrases. L'opposition actuelle n'a jamais demandé la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Même si vous pensez que je l'ai condamné, moi-même, la phrase de M. Thiam est un peu ambiguë, d'accord. Mais il faut pas venir nous sortir ces genres de phrases-là. S'il te plaît, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des com-zones aujourd'hui qui ont pignon sur rue en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, tu sais de quoi on parle. Donc, pardon, l'opposition n'a jamais appelé à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça, c'est faux et archi faux et je ne peux pas laisser dire ça. Merci. Tamana Pikas, Pulchérik Bali. Ok, je peux parler? Mais attendez d'abord, il y a Kaza qui a fait une motion, le président a réagi juste 2 secondes, c'est correct. Donc, c'est Abbas qui a sa motion. Abbas, vas-y, tu as 2 minutes pour ta motion. Ok, d'accord. Donc, allez, rapidement, hein, rapidement. J'abonde un peu dans le sens de ce que le frère vient de dire. Pour moi, faut pas diaboliser systématiquement une opposition. Voilà, une opposition, c'est toujours une bonne chose. Et comme je le disais, avant que l'opposition en Côte d'Ivoire commence à se remobiliser avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, avec la rentrée en politique à la tête du PDCI de M. Thiam, on avait vu que les dirigeants du RHDP avaient commencé à se tourner les pouces, avaient commencé des guerres en interne, ils s'en prenaient les uns aux autres, on commençait à voir un peu tout ça. Donc moi j'estime que une opposition, c'est challenger nos réalités, challenger nos certitudes. Et puis on ne sait jamais, je vais donner l'exemple rapidement du Ghana, où on a eu un président, Nana Akufo-Addo, qui était pro-CEDEAO, etc. et tout ça. Ils ont changé, ils ont eu un opposant qui est arrivé, qui est pro-AES, qui essaie de faciliter les transactions avec l'AES. Aujourd'hui, le Ghana est en train d'avoir une embellie économique et financière. Donc moi j'estime qu'il faut avoir une opposition, il faut avoir un contre-pouvoir, il faut avoir des gens qui apportent la critique. Ça permet aux partis au pouvoir de s'émuler, de s'élever, et ça permet aussi de préparer une quelconque alternative au cas où le parti au pouvoir peut-être arrive à ses limites par vraiment d'accord dans le fait de dire que l'opposition est systématiquement diabolise ou bien est déstabilisante. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir, il faut une opposition. Et quand je regarde aujourd'hui parmi tous les partis, je trouve que le PDCI est celui-là qui est à même de pouvoir tenir une véritable opposition par rapport aux autres partis qui, pour moi, bon, quand je regarde un peu les idéologies, je regarde un peu pas mal de choses, je trouve que ça pourrait être plus compliqué pour eux de tenir la dragée haute. Donc voilà ce que moi j'avais envie de dire. Et puis bon, après, peut-être à ma prise de parole, je parlerai de l'absence du pays pour pouvoir diriger. Bon, je suis pas d'accord, mais bon, je vais pas prendre plus de temps dans ma motion pour le faire. Ok, avant de passer la parole à Khalil, moi je vais juste poser une question. Hein. Quand tu dis que le président actuel, il est pro-AES et que l'autre était pro-CEDEAO et qu'aujourd'hui, ça crée une autre dynamique, est-ce que le président qui était là avant, là, est-ce que le Ghana ne collaborait pas avec les pays de l'AES? Ou bien celui qui est là, il a déclaré carrément que lui, il est pro-AES et que la CEDEAO... Parce qu'on a comme l'impression que celui qui est là, il s'est déclaré pro-AES contre la CEDEAO. Quelle était la différence fondamentale entre les deux présidents? Parce que moi, pour les avoir observés, je ne vois vraiment pas de Mais différence. surtout l'embellie économique, il faut qu'il précise l'embellie économique là. Ça aussi, ça me tient à cœur. Okay. Alors, ce que je pourrais dire rapidement, effectivement, comme tu le dis, quand je dis pro, ça ne veut pas dire forcément qu'il est contre les autres. Hein. C'est-à-dire que Akufo-Addo était pro-CEDEAO, c'est-à-dire qu'il était un peu dans la logique communautaire de la CEDEAO, de dire qu'on sanctionnait l'AES, qu'on ne collaborait pas avec l'AES, qu'on limitait, on va dire, les collaborations à l'AES, on appliquait les sanctions. Le nouveau, qui est John Dramani Mahama, est arrivé et lui, il a plutôt ouvert beaucoup plus il a
intensifié les collaborations. Il a proposé son port aux pays enclavés, qui aujourd'hui, le trafic par le port de Tema pour les pays de l'AES est beaucoup plus intense. Il a permis même souvent à certains pays de l'AES, ça je peux vous le confirmer, de pouvoir même avoir des warehouses, je sais pas comment dire ça en français, c'est-à-dire avoir des entrepôts ou bien en tout cas diverses installations agro-industrielles sur le territoire ghanéen. Et aujourd'hui, comme je le dis, au moment où Akufo-Addo partait, il avait même du mal, il a dû demander au FMI de reprendre les négociations par rapport au financement, à la relance de l'économie. Aujourd'hui, le Ghana a connu une croissance. Donc, c'est ce que j'appelle un bélier économique, même si c'est pas encore à 100%, c'est pas rose, mais aujourd'hui, ils ont repris le chemin de la croissance. Merci, mais est-ce que tu sais que c'est sous le président actuel qu'il y a eu une bonne vague de réfugiés ou bien de déplacés burkinabés qui ont été ramenés au Burkina, qui ont été refoulés? Oui, c'est possible. C'est un parti quand même qui a une politique d'immigration qui est un peu stricte. Non, excuse-moi, ce n'est pas que c'est possible, ce sont des faits, c'est une information. J'ai dit, c'est un parti qui a une politique d'immigration qui est un peu plus stricte. C'est-à-dire que, en fait, je ne veux pas dire flexible avec l'AES, que ça veut dire qu'ils vont tout accepter aussi. Tu vois, ils ont une certaine logique. C'est des gens, par exemple, qui avaient instauré en son temps ce qu'ils appelaient la carte d'identité d'étranger. C'était les premiers. C'est eux, par exemple, qui demandaient bon, on va pas dire des visas, mais qui demandaient une forme de visa aux ressortissants de la CEDEAO. Donc, chaque parti, chez eux, chaque parti a des idéologies, a une politique par rapport à tel ou tel domaine. Donc, aujourd'hui, oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Venant de ce parti, ça ne m'étonne pas. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'est pas pro AES. C'est pas vrai que de dire ça parce que Nana Akufo a appliqué les sanctions de la CEDEAO sans être pour ou contre. Il a appliqué les sanctions. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue de travailler avec l'AES, avec les pays de l'AES, sans être pro-AES. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des questions économiques qui n'ont rien à voir avec les sanctions qui ont été données de façon ponctuelle pour une situation ponctuelle. C'est vraiment la question que je voulais faire. Mohamed, dis-moi qui a reçu un représentant de l'AES à son investiture? Monsieur, il a été clair. C'est le mot pro-AES là qui vous dérange, quoi. Il a expliqué après, il ne dit pas que... non, c'était clair ce qu'il a expliqué. Ça, on ne va pas polémiquer sur ça. Le seul président dans la CEDEAO à son investiture qui a invité des présidents de l'AES. C'est le seul aujourd'hui. Combien de présidents ont été investis? Sénégal. Non, je termine. Le Sénégal. Le Sénégal, les invités, ils sont pas. Il y a Joe Maïfa qui a été investi. Ils ont envoyé des représentants, mais ils ne sont pas partis, mais ils ont été invités. Ils ont été invités d'envoyer des représentants, oui. Il ne les a pas reçus officiellement à son investiture. Après, il n'a pas fait de visite. Il a fait une visite. Sa première visite, même, c'était là-bas. Bon, bref, ce qui est sûr, comme je dis, quand je dis pro, peut-être que le mot vous choque, vous heurte, mais je suis pas en train de dire qu'il est à tout. Comme je l'ai dit, il ne va pas s'ouvrir entièrement. Il y a des objectifs, des enjeux. Lui, dans sa logique, comme l'autre avait trop bloqué, il est venu, il a allé dans le sens opposé, il a été plus flexible avec eux. C'est ce que je veux me mettre en réserve. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une opposition qui a des idéologies différentes, parce qu'il nous permet de pouvoir explorer des choses que l'autre parti, mais l'autre idéologie n'a pas pu explorer. Donc pour moi, c'est pour ça, je dis que c'est important que ce soit vital et qu'on ait des contre-pouvoirs ou bien des idées de la contestation. Mais je suis d'accord avec les frères qui disent qu'il faut rester républicain. Ça, je suis d'accord, mais seulement que je ne suis pas d'accord pour que des grosses mastodontes se trouvent tout le temps. Après, voilà. Ok, merci. Il faut préciser, pour la croissance, ça, je ne sais pas si juste parce que c'est en janvier qu'il est arrivé au pouvoir. Il n'y a pas eu encore une année pour constater la croissance. Donc, le Ghana fédère déjà une croissance et c'est pas lui qui vient avec la nouvelle croissance parce qu'il est venu, il a été élu en 2025. Et on va passer la parole maintenant à Khalil. Je pense qu'on a compris qu'il voulait dire plus d'ouverture par rapport au mot pro. Et puis ce que le MAC dit aussi, c'est vrai, la croissance ne se fait pas en 2-3 mois. La croissance, c'est la conséquence des actions menées sur l'année passée ou les années passées. Donc on va laisser Khalil. Sur au moins un an. Voilà, sur au moins un an. Donc Khalil, tu as la parole. Bon, je ne vais pas être trop... Bonsoir à tous d'abord. Bonsoir Ismo, bonsoir Kaza, Abbas, Namori, le Mac et puis Yann, bien sûr. Tout le monde. Bonsoir à Daouda également aussi. Moi, pour l'instant, j'essaie d'écouter là. Ah, le Mac est tombé, d'accord. Donc, pour l'instant, j'essaie d'écouter un peu pour comprendre parce que jusque-là, je n'ai pas vraiment compris. Là où partait Abbas, bon, je ne sais pas vraiment.
Pourquoi je dis qu'il n'a pas compris vraiment, c'est que c'est-à-dire qu'à l'écouter, bon, c'est une impression, hein, c'est pas un jugement d'avance. C'est certainement qu'il aura le temps de mieux m'éclairer pour que je puisse partir, n'est-ce pas, de l'impression pourquoi pas une conviction, une certitude. Voilà. C'est-à-dire que quand je l'écoute d'abord, a priori, c'est comme si le fait que le PDCI, notamment l'opposition, s'isole, l'opposition s'isole elle-même, effectivement, c'est du fait du RHDP. Cette impression-là, je l'ai senti ça dans sa précédente intervention. Bon, certainement que je n'ai pas peut-être suivi les éléments qu'il a pu fournir pour le démontrer, c'est certainement. Ou soit c'est une mauvaise impression. Et puis ensuite, il y a le fait que il veut vraiment dédramatiser, en fait, comme Kaza, hein, les restantes actions, sinon les événements qui ont eu lieu tout récemment. Lorsque l'installation du Foxtrot à Jacquesville sont menacées par des individus, répondant, n'est-ce pas, à des appels de boycott et autres. Est-ce que vous vous imaginez, en fait, que n'est-ce pas, le préjudice, n'est-ce pas, que notre pays pouvait connaître? C'est pourquoi je parle de pouvoir dédramatiser. Et puis Kaza aussi, naturellement, tout à l'heure, il a fait une chose, mais bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça, mais ça ne lui ressemble pas, parce que là, il a ouvert la porte quand même, n'est-ce pas, pour qu'on le tape. Il a parlé là au nom de toute l'opposition. Bon, il dit l'opposition ne fait pas comme ça. Bon, je n'ai pas un mec qui s'est limite au PDCA déjà pour dire que oui, en général. Mais s'il parle au nom de toute l'opposition, tu as vu le monsieur tout à l'heure a cité Pichelic Balé, des gens, d'autres personnes, là, qui enseignent, n'est-ce pas, à nos jeunes gens, dans les campagnes, dans les villes, comment faire des cocktails Molotov. Est-ce que vous vous imaginez en fait même? Est-ce que vous voyez en fait? D'abord, il parle d'une sorte de dédramatisation en fait. C'est parce que vous voyez en fait, dit que le fait que dans ce pays-là, on se soit mis à tirer sur, n'est-ce pas, à tirer à déjà une force de l'ordre. C'est parce que vous voyez en fait. Parce qu'en notre temps, ici, il y avait une manifestation ici en 2000. Et parce qu'un policier avait perdu la vie, le président avait dit ceci, n'est-ce pas, du coup, il dit, ordre est donné à toutes les forces de toutes les unités de se dresser par tous les moyens. Il répète 3 fois. Je dis bien par tous les moyens contre ces semaines de troubles que sont les militants du RDR. Fin de citation. Oui, je parle de notre pays ici, décembre 2000. Un policier. Dans le même discours, il dit même un policier. Donc on est habitué à cela. Ça va valu à ce qu'il fasse décoller à l'époque 2 Alpha-Jet. Pardon, un Alpha-Jet. Parce qu'en ce moment, en 2000 là-bas, on en avait encore. Donc je ne sais pas si vous voyez naturellement, ça dit que dans quel contexte est-ce qu'on est. C'est pas je parle d'espace d'amateurisme de la part du RHDP. Excusez-moi, mais c'est vrai. Le RHDP, sur ce coup-là, est quand même dans l'amateurisme. Franchement. C'est-à-dire que c'est une occasion rêvée, effectivement, j'allais dire que pas de décimer le président en tant que tel, mais c'est-à-dire que c'est pas de lui enlever, n'est-ce pas, c'est-à-dire que une de ses têtes, quand même. D'abord, en instant, depuis la France, comme dans le cas de Guillaume Soro, où les Français ont été obligés, n'est-ce pas, de l'expulser. Ça seulement, ça allait mener tous ces calculs. C'est pas si vous voyez en fait que la teneur, les événements dont nous parlons. Et donc, dire que je parle ici au nom de toute l'opposition pour dire que toute l'opposition n'a rien fait, je dis désolé. Même actuellement, nous parlons actuellement. On dit aux gens de saccager, de s'en prendre dans tout. Il y a un communiqué qui n'a pas encore été levé. Depuis hier, j'en parle, les gars. À moins qu'on me dise que le PDCRDA a officiellement renoncé à participer au Front commun. Il y a un communiqué signé par Maître Abiba Touré, où je vois dessus le logo du PDCI et du PPACI. Ce communiqué-là, il est toujours en vigueur parce qu'il demande aux gens, n'est-ce pas, de sortir tous les jours. Donc moi d'abord, quand je vois le communiqué de la lettre de M. Tidantian, c'est d'abord un constat d'échec. C'est-à-dire qu'il en tire les conséquences. Est-ce bien ou pas? C'est selon. Si je suis du PPACI, je dirais que c'est une traite. Si je suis du PDCI, je dirais peut-être que c'est une... je dis que c'est tout ça pour ça peut-être. Bref, donc chacun y va de son commentaire. Mais je veux dire qu'il faut
prendre la mesure de ce que nous vivons. 13 autobus garés, même en marche en circulation, hein, garés. Dans l'enclosure de la Sotra, ont été incendiés. 13. Est-ce que vous voyez les investissements? Donc, ça veut dire que c'est pourquoi il dit que faisons attention pour dire que. Attends. Des gens parlent explicitement au nom du Front commun. Je rappelle qu'il y a un communiqué qui s'est passé, qui a été publié où Babo Kone, amiral sous de Paris, pour citer que ceux-là ont été nommés comme étant chargés de la propagande du Front commun. Il dit Front commun. Ça veut dire que des gens qui supportent le rebelle, non pas le Kaza, le rebelle, non pas le Kaza, là. Ce monsieur-là, ces éléments sont promus chez vous par votre mouvement Front commun. Et aujourd'hui, vous dites que oui, que vous voulez, n'est-ce pas, compenser quelqu'un pour dire oui, la rébellion. Mais quand on a Bégué recevait Guillaume Soro, n'est-ce pas, avec des cigares, personne, tout de toi, là, il ne savait pas que c'était un chef rebelle. Quand le président RDA partait, n'est-ce pas, voter Guillaume Soro à 2 reprises pour être parmi là, il ne savait pas que c'était un chef rebelle, il ne savait pas. Tu étais où? Non, à un moment donné, je vais dire que. Pourtant, on est dedans quand on parle, les gars. Moi, je suis d'accord avec la chute des propos de Abbas. Il a dit un point qui m'a plu. Il dit en politique, là, ça peut être dur, c'est vrai, mais il y a des moyens de pouvoir rattraper certaines choses. Il y a des moyens. Et donc, il va essayer. Donc, je suis très heureux qu'il puisse s'y essayer. Et donc, le communiqué qui est sorti là, c'est vrai qu'il est quand même souvent. Il n'y a pas de dur, c'est vrai, mais c'est normal, hein, c'est notre opposant. Mais foncièrement, quand je regarde, je vois que, j'espère du moins qu'ils ont compris, notamment, cette embarquée dans une fausse stratégie qui n'a pas payé. Le monsieur a été réélu, oui. Franchement. Secondo, après sa réélection, il y a l'échec de mettre tout, n'est-ce pas, tout. Attends, les gars, la parole publique engage. Le pays est déjà secoué déjà. Il reste 7 jours, on fait élection. Tu n'es candidat à aucune élection. Tu n'as appelé à voter pour aucun candidat. Tu dis que tu n'as appelé à voter pour personne. Et tu dis que le pays va être libéré dans 7 jours. 7 jours, il y a élection. Pourquoi tu ne participes pas? Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que ce qui me craint, c'est-à-dire que si moi-même qui suis ici habillé en Afrique, je dis ces choses-là, et puis je pense que vous êtes là, vous voulez me dire non, c'est-à-dire que non, parce que vous avez vécu dans ce pays-là, dit donc de démocratie. Tu penses que Mélenchon, quelqu'un peut dire ça là, et puis rester en paix? Je veux dire que, franchement, je suis d'accord avec, encore une fois, la chute du propos du truc. Je dis que la Côte d'Ivoire a besoin du PDCRDA. Je dis la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de démocratie. Mais non, Abbas, faut te limiter au PDCRDA. La Côte d'Ivoire a besoin d'un PPACI aussi. Qui joue son jeu, qui joue le rôle de la démocratie, le jeu de la démocratie. Pas que le PDCI. La Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde. Et donc, à condition que tout le monde s'inscrive, n'est-ce pas, dans un jeu. Pas de la subversion. Parce que allez dire à des gens que ne pas condamner le fait que des gens aient essayé n'est-ce pas, de mettre le feu. Je dis bien, hein, bon, pas un terminal gazier avec un mais je dis que c'est grave. C'est-à-dire que les 3 quarts de la ville de Jacquesville là, seraient partis en feu. C'est un attentat terreau. On ne peut pas être responsable, n'est-ce pas, et puis ne pas s'en démarquer. Jusqu'à présent. Aucun communiqué ne s'est pas pour t'en démarquer. Pire, il demande à ce que ceux qui ont été arrêtés là soient libérés. Mais ce n'est que c'est le prime time même de l'inconséquence absolutiste. Aïe! Franchement dit, je ne comprends pas. Non, franchement dit, je ne comprends absolument rien. Pour répondre à Oli pour terminer, je vais dire que, vous savez, ça fait le 4e mandat, 5e mandat là, je vais dire que le meilleur exemple là, de la loi anti-mandat pluriel là, c'est de prendre l'exemple américain. J'invite tous ceux qui sont là à aller regarder, n'est-ce pas, l'amendement du 20e amendement de la Constitution américaine, dans les années 40, qui a été mis en place, il passe bien vers 51 ou 52, je ne sais plus. Ça commence à partir de 47. Les discussions commencent à partir de 47. Ce amendement là, il est éloquent. C'est-à-dire que c'est pourquoi aux États-Unis, ce débat là peut pas avoir lieu aux États-Unis d'Amérique.
J'ai expliqué ici devant Kaza, ici, ou ailleurs, je ne sais plus, j'ai expliqué à des gens que, même à l'état actuel encore, à l'état actuel là, cet article-là, peut poser des problèmes. J'ai expliqué ce problème-là. Ça, ici, là, je l'ai expliqué. C'est-à-dire quoi, pour terminer? Je fais ça au débat pour faire la réflexion, les gars. Monsieur, on dit quoi? Monsieur Traoré est président. Monsieur Kona est son vice-président. Monsieur Kona, il meurt, il garde du moins, il a dit qu'en cours de mandat, il avait nommé un vice-président, monsieur Kona. Monsieur Kona devient dans ce cas président. Il termine le mandat. Prochaine élection qui arrive là, après ça, monsieur Kona qui est président en existe là, c'est présente. Mais quand il est élu là, dites-moi, il est dans quel mandat? Nulle part dans la constitution, je vois que ça dit que il peut faire encore un autre mandat. Ah oui! Chez les Américains, c'est pas possible. C'est écrit noir sur blanc que toute personne qui a assumé la fonction de président, qui a été élu comme président, ou qui a même pris des décisions comme étant président, dans ce cas d'espèce-là, quand il fait plus de 2 ans, c'est-à-dire que c'est considéré comme étant un mandat déjà. Dans notre thème, il ne peut faire qu'un seul mandat. C'est clair, c'est précis. Donc le problème là, c'est que c'est dans l'article même, c'est sa rédaction. C'est sa rédaction. Même si tout à l'heure on écrit que oui, à partir d'aujourd'hui, toute personne, tout Ivoirien ne pourra faire dans sa vie que 2 mandats, c'est bien. Mais ça pose un problème encore. C'est-à-dire que quel est le sort du président qui est en fonction? C'est pourquoi l'amendement des Américains est précis encore pour dire qu'il dit à quel moment est-ce que ça va être appliqué au président qui est en cours, au moment où la loi va être votée. Les choses se passent aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, en Espagne, partout, pour qu'on s'en inspire. C'est pourquoi moi j'ai toujours mal quand je vois des gens, comme vous autres, c'est vrai, très souvent, nous priver, n'est-ce pas, de votre intelligence, de votre expérience de ce qui se passe ailleurs. Franchement, ça me fait mal. Donc, Kaza, ne parle plus jamais au nom de toute l'opposition, parce que tu sais que, excuse-moi, c'est vraiment guillemets, il y a des fous furieux. Il y a des fous furieux. Je parle de Babo Koné parce que lui, il a un poste qui est officiel au PPACI, officiellement. C'est un cadre. Il y en a plusieurs. Odette Lourouillon, qui s'en prend directement au procureur lui-même, au procureur. Elle dit qu'il n'est pas ivoirien, il est quitté où? Bon, attends, je m'arrête là pour l'instant, en espérant bien sûr que nous tous, autant que nous sommes, revenions à plus de mesures pour que nous allions vraiment vers des débats politiques, vraiment, quoi, parce que ce qui se passe actuellement, c'est grave. D'accord. Merci. Merci Khalil. Moi, ce que j'ai compris essentiellement, hein, c'est que Khalil a dit à un moment donné que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, ce qu'il reprochait au RHDP actuellement, c'est justement cette forme de tolérance-là, je vais dire, à l'écart de la loi. Parce que, et il a dit, regardez sa chute, hein, comment un cadre du parti peut inciter des jeunes à fabriquer des cocktails Molotov. Un cadre d'un parti est reconnu en tant que tel, défendu par le leader, le président de ce parti-là. Je dis, ça c'est quelque chose que tu vas jamais voir nulle part ailleurs. Et sous aucun parti politique, sous aucun pouvoir, même pas sous le pouvoir du FPI, même pas sous le pouvoir du PDC, que vous n'allez jamais voir ça nulle part ailleurs dans le monde. Pouvez vous promener. Donc c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on peut voir ça. Donc Kaza, je te passe la parole. Vas-y Kaza. Merci beaucoup. Rebonjour, rebonsoir, pardon, à tout le monde. Hein. Bon, la chute de Khalil, c'est l'illustration parfaite de ce que je pense de certains militants, puisqu'il n'aime pas quand je dis les militants, de certains militants, pour ne pas essentialiser son mot fétiche, de certains militants du RHDP. Il dit quoi? Kaza ne parle plus au nom de l'opposition. Moi, je ne parle pas au nom de l'opposition. Mais par contre, si Kaza se permet de demander d'aller brûler le pays, il y a beaucoup de gens de RHDP qui vont dire c'est au nom du PDCI. C'est en ça que je répondais à mon jeune frère, le président Namouri. Il dit que l'opposition n'est pas une bonne opposition parce qu'elle appelle à déstabiliser le pays. Je lui dis qu'il y a quelqu'un qui a appelé clairement à déstabiliser le pays, qui était président de l'Assemblée nationale. Il me pose la question, lorsque M. Henri Konan Bédié recevait ce dernier, est-ce qu'il ne savait pas qu'il était
il était rebelle. Mais pose la même question à Namouri. Pose la même question à Namouri. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire, celui qui a menacé et mettre en exergue sa menace, il est connu. Il était dans l'opposition à cette époque-là. Voilà. Il était dans l'opposition à cette époque. Cette façon simpliste de prendre des propos des cyberactivistes pour mettre ça au nom des partis politiques, n'est-ce pas vous-même qui êtes monté sur les panels pour vous moquer de M. Laurent Gbagbo quand il a dit cette phrase vraiment qui doit rester dans la tête de ceux qui aiment marcher ou bien ceux qui veulent marcher. Il dit clairement qu'il n'appelait personne à aller marcher, mais ils ont juste son soutien. Est-ce que M. Laurent Gbagbo a appelé les gens à marcher? Lui-même, il le dit clairement. Et encore une fois, j'ai dit, même la phrase de M. Tidjane Thiam, cette phrase malheureuse qui porte beaucoup, dans laquelle il y a beaucoup d'ambiguïté selon moi. Alors, ça a fait de l'opposition des partis déstabilisatrices de la Côte d'Ivoire. Non, il faut être quand même un peu juste. Il faut être un peu juste. Je suis d'accord avec toi pour cette histoire de la Constitution qui est mal écrite. Mais à ce moment-là, toi, tu étais au RHDP, tu pouvais donner... pourquoi tu veux nous accuser, nous autres qui sommes à l'étranger, on ne veut pas vous faire profiter de notre expérience. Toi, tu suis place là-bas, tu as cette expérience-là. C'est grâce à toi que moi, j'ai lu cet article et j'ai eu un débat là-dessus. Je te remercie avec NCH une fois. Voilà. Mais toi, tu pouvais faire cette proposition-là au cas du RHDP, au lieu d'aller nous dire, avec des phrases remplies d'ambiguïté à l'Assemblée nationale, du ministre de la Justice d'alors et de M. Bakongo, qui nous disait clairement que le président ne pouvait pas faire un troisième mandat. Quand il disait ça, toi quand même, tu pouvais aller leur dire, bon voilà, il faut mettre ça dans la Constitution pour lever toute ambiguïté. Voilà. Moi, je suis pas dans tu me connais, tout ça. Moi, je suis pas dans ce débat numérique de troisième. Je m'en perds même souvent. Premier mandat, de deuxième. Moi, j'ai dit, le président de la République, moi, selon moi, il est légitime. Voilà. Si on n'a pas pu empêcher le troisième mandat, c'est pas le quatrième qu'on va empêcher. C'est ce discours que moi, j'ai eu tout le temps, et je vais avoir toujours le même discours. Ce combat de quatrième mandat là, je me suis toujours dit que c'est un combat qui est vain. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens politique, ça n'a aucun sens juridique, ça a zéro sens. Voilà, ça, je suis d'accord avec toi sur ce point. Moi, j'ai dit tout simplement, il faut faire attention. Passer son temps à taper sur l'opposition, à les faire passer pour des déstabilisateurs, et ceci et cela. Mais qui peut être d'accord avec les propos de Mme Pulseri Bali? Qui peut être d'accord avec ça? Et quel responsable de l'opposition est venu te dire qu'on est d'accord avec avec Pulseri Bali? Tu parles de Damana Pikas. Damana Pikas, ça c'est encore de votre faute. Quelqu'un qui est condamné, vous condamnez les gens, vous les laissez en liberté, et après vous êtes étonné qu'il récidivise. Il est condamné, il faut le mettre en prison. Vous êtes toujours en train de se souffler le chaud et le froid. Moi, j'ai dit aujourd'hui, je le dis clairement, si M. Tidjane Thiam est reconnu en tant que tel pour des actes répréhensibles, mais vous le condamnez, puis voilà, la justice passe. Mais cette façon de vouloir à chaque fois négocier, à chaque fois, pour ne pas fâcher comment on appelle ça, l'opinion publique, et laisser passer des comportements belliqueux. Ça, je le dis, des comportements de certains acteurs politiques. Mais voilà où ça nous amène. Voilà où ça nous amène. Ce monsieur, il a été condamné par la justice. Pourquoi on le met pas à la disposition pourquoi on le met pas en tout état de nuit? Il vient récidiver, maintenant vous venez pleurer, pardon, c'est pas le mot que je voulais utiliser. Vous venez vous plaindre, vous dites oui, Damana Pikas. Il est condamné, non? Pourquoi il n'est pas en prison? Non, mais au bout d'un moment, moi je dis, il faut respecter la loi, il faut faire respecter la loi. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Tant qu'on est dans cette histoire de vouloir caresser les gens dans le sens du poil, parce que dira-t-on, on va jamais avancer. Ça, je te le dis clairement, hein. On va jamais avancer.
On ne va jamais avancer. Et tout ça, ça fait que la population se sent vraiment, on se dit, mais il y a un problème. On pardonne tout aux hommes politiques. De quel droit? Franchement, de quel droit? On allait chercher quelqu'un avec les moyens de l'État au Maroc ou bien je ne sais où là en Mauritanie. Ce monsieur vient, il est jugé, il est condamné et il est en liberté. J'ai envie de reprendre tes mots. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Et les faits qui sont reprochés à ce monsieur-là sont quand même des faits qui sont graves. Déstabilisation du pays. Et on met les mots, on va le chercher, on vient, il passe devant les tribunaux et il est libre. On dit de ne pas aller, de ne pas quitter son village, de ne pas des peines à la excusez-moi, mais à la con. Donc je pense que toi et moi, nous devons nous mettre ensemble pour dire qu'il faut faire respecter la loi. Rien que la loi. Mais ne pas profiter aussi de ça pour accuser des gens à tort et à travers. Ne pas faire de 2 poids, 2 mesures. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Ismo. Merci beaucoup. Il faut une motion, parce que c'est possible, rapidement, il n'y a pas de durée. Baron, tu as dit quoi? J'ai une motion rapidement, là. Attendez, Khalil a une motion. Khalil, vas-y. Rapidement, et lui dit que Kaza, en fait, ce qui me gêne un peu, mais il y a une fois de monter, je n'ai pas compris là. Ce qui me gêne un peu, c'est quoi? C'est que je te comprends, hein. Moi, je suis d'accord un peu avec la suite des propos. En tout cas, pour le profane, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand il y a la loi là, que ce soit en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, partout là, on permet du moins également aussi à ceux qui jugent là, n'est-ce pas, de ne pas délivrer malade de dépôt. On permet également aussi de mettre également quelqu'un sous surveillance. Donc c'est légal quoi en fait. Tu vois, non, c'est légal. Peut-être que sur toi et moi, c'est vrai que sur le plan de l'éthique, là, excusez-moi, nous pourrions dire que oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais le fait est que ce n'est pas illégal en fait, c'est légal. Donc, ou bien on dit que il faut voter des lois pour interdire cela dans nos pays africains où nous sommes en surpopulation carcérale. Bon, le débat va s'ouvrir, mais c'est pas illégal en fait. C'est pas illégal. C'est vrai que moi, en tout cas, c'est vrai, je le dénonce, c'est vrai. Mais ce n'est pas illégal. Donc, c'est ce que je voulais juste apporter comme élément additif à ce que tu as dit, c'est vrai. Bon, maintenant, le reste, c'est ce que tu as dit naturellement. C'est vrai que chacun a sa position, hein. Chacun a sa position sur qui fait quoi. Mais je dois venir intervenir dans la partie où tu reproches au fait que Guillaume Soro était un ancien rebelle, on devrait. Oublions encore que il a eu 2 amnisties. 2003, 2007. Donc, légalement, lui faire obstruction sur le plan administratif, tout et tout dans la ville, même partout, c'est illégal. C'est un test de l'amnistie même qui dit ça en fait. Quand quelqu'un a eu une amnistie, et quand tu lui refuses un emploi ou bien tu le retrogrades parce qu'il est militaire, donc dans pas devenir supérieur général, mais tu peux être poursuivi selon la loi. Hein. Voilà, donc c'est un test même de l'amnistie même qui fait que des gars comme Chérif Ousmane, à qui tu as fait allusion indirectement, se sont toujours encore dans l'armée et puis ils vont donc progresser, c'est normal. Voilà, donc bon, pas normal, mais je dis c'est légal, voilà, c'est légal, c'est selon la loi. Voilà, maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire devrait pouvoir se mettre à dos tous ceux-là qui aujourd'hui ont baissé les armes, n'est-ce pas, pour s'inscrire dans un processus politique et donc légal aujourd'hui? La question reste posée. Je veux voir donc quel pouvoir va le faire. Voilà, je veux voir ça. Merci. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Ok, vas-y, voilà. Khalil, moi, je dis pas. J'ai une motion depuis. Hein. C'est pas. Attends, s'il te plaît. Je dis pas que c'est pas légal. Mais tu es d'accord avec moi que la population a le sentiment que les hommes politiques sont impunis. Je te donne 2 exemples. Voilà quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, dont on allait le chercher en Mauritanie. Il est venu, il est condamné, il est en liberté. Pendant qu'on met un mandat de dépôt pour un individu qui s'appelle Choupapi, sous prétexte qu'il a diffamé.
Non, mais pardon, quand tu regardes, tu soupèses ces deux cas. Mais qui doit être en prison normalement? La population a le sentiment qu'on ne lui pardonne rien, alors que les hommes politiques, c'est-à-dire, on applique la loi selon, c'est vrai, c'est légal. Le mandat de dépôt n'est pas obligatoire, ça c'est vrai. Mais on a l'impression que les hommes politiques, eux, ils sont dans l'impunité totale. C'est ce que je voulais dénoncer, Kali. Sinon, c'est vrai, on n'est pas obligé d'enfermer les gens, oui, ça je suis d'accord avec toi. Mais quand tu prends un fait, comme l'exemple que je viens de te donner, quelqu'un qui est accusé, n'est même pas encore jugé, qui est accusé de diffamation, il est sous mandat de dépôt, il est incarcéré. Il y en a un qui est accusé de déstabilisation du pays, qui est en liberté. Voilà, c'est à cette réflexion-là que je veux que nous menions ensemble. Merci. Ok, merci Kaza. C'est Abbas qui avait une motion ou Abbas c'est... Oui, c'est ça. Ok, vas-y Abbas, tu as 3 minutes. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, je voulais réagir rapidement hein, sur les interpellations de mon frère Khalil. Effectivement, je pense que mes propos, en fait, je veux dire que à chaque situation, il faut se prononcer. C'est qu'il y a une position bien spécifique par rapport à une certaine réalité. Ok. Donc pour moi, quand je parlais d'une opposition dans le sens de la contradiction, mais je veux dire juridico-légale, c'est-à-dire légale. Il faut que la contradiction soit légale, républicaine, se fasse dans ce qui est prévu ou autorisé par la loi. Donc moi, c'est de ça que je parlais. Si maintenant, dans des cas spécifiques, il y a des individus ou bien des formations politiques, ou bien même les mêmes partis que je souhaite voir mener de façon, je vais dire, de façon beaucoup plus dynamique le débat, mais la contradiction sur le plan politique. Ça donne à des activités subversives ou bien illégales, évidemment, qui doivent être traitées en tant que telles. Donc moi, je ne suis pas en train de me prononcer sur ça. Quand le frère dit je minimise, non, je n'ai pas minimisé. Mon intervention ne se faisait pas dans ce cadre-là. Je parlais dans le cadre du dynamisme de la démocratie, du débat contradictoire, de l'apport de solutions, mais de propositions alternatives par rapport à ce qui est fait par le pouvoir en place. Voilà, moi c'est dans ce contexte-là, dans ce principe-là que je me prononçais. Maintenant, pour revenir rapidement à ce que le frère disait, à ce que Khalil aussi a dit, concernant le fait que peut-être il avait l'impression que je désignais le pouvoir comme étant responsable de cela. Moi, je suis dans une logique très, je vais dire, très responsable en général. Je n'accuse pas autrui des maux d'autrui. Chacun mène ses actions. Le pouvoir n'a aucun intérêt à accompagner le PDCI dans son renforcement politique. Voilà, c'est pas au rôle du RHDP de le faire, tout comme c'est pas au rôle aussi du PDCI d'accompagner le RHDP dans son renforcement politique. Non, moi je trouve que c'est pas ça. Si le RHDP existe, il a ses forces, il a ses stratégies, il a ses mécanismes pour pouvoir se renforcer. Et c'est même pour ça que je n'étais pas d'accord avec la proposition de Namouri qui sous-tendait, mais qui voulait que le PDCI rejoigne. Non. Pour moi, chacun crée sa formation politique, s'organise, se renforce, se donne les mécanismes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mieux se renforcer, mais ne compte pas sur autrui. Donc, si jamais l'opposition est isolée, comme le disait le frère Khalil, c'est du fait de l'opposition. Elle a peut-être subi des pics, ça je ne saurais le dire, mais elle n'a pas su résister. Voilà pourquoi elle se retrouve aujourd'hui dans cet état de déliquescence ou bien en tout cas d'éclatement, on va dire, parce que tous les partis, il y a tellement de trucs dedans. Donc c'est chacun, mais c'est pas au pouvoir de les accompagner. Et même s'ils le font, même s'ils leur mettent des bâtons dans les roues ou bien ils leur mettent des pots de bananes, c'est des bonnes guerres, c'est leur rôle. Voilà, ils n'ont aucune obligation vis-à-vis du renforcement d'une autre formation politique. Voilà ce que j'avais envie de partager. Bon, je vais descendre, je rentre dans un endroit très bruyant, donc ça ne sert à rien que j'occupe la place pour rien ici. Je vais descendre. Bon, Khalil, à plus. Est-ce que je peux réagir rapidement là-dessus? Ok. Je peux réagir rapidement là-dessus. Oui, attendez. Yann n'avait pas parlé encore. Yann va tourner la page à tout ça. Donc je voulais juste, comme c'est... Ok, en 2 minutes. Oui, en 2 minutes, et puis Yann va prendre la parole. Voilà. C'est que Yann Orly est là avec nous aussi.
D'accord, super. Alors, moi, ce que j'aimerais dire déjà, parce que, voilà, pour fermer la boucle, bon, même pas, je sais pas si je vais fermer, mais regarde, je disais, Kaza est parti, merde. Alors, Kaza est en train de parler déjà de Soro et autres. Faut pas qu'il oublie que Soro Guillaume n'était pas chef des partis politiques. Voilà, ça, il faut. Et puis, j'ai du mal lorsqu'on prend les périodes sombres de notre pays, là, et qu'on essaie de tourner ça dans un sens pour ressortir des aspects et produire des argumentaires qui sont très discutables. Voilà, ça, vraiment, je voulais l'interpeller là-dessus. Voilà, et lui rappeler que les gens dont il a cité les noms, qu'ils ont Piché Balé, Damana Picasso, même Lida Kwasi, en s'est mis à défense des cas du PPAC, s'est rendu coupable de certains faits, aujourd'hui qui est emprisonné. Tous ceux-là sont les membres de l'opposition qui sont en train de manœuvrer à des fins, je vais dire, lugubres. Et ça, c'est pourquoi je dis à Abbas, en réalité, on est tous pour qu'il y ait une dynamique au niveau de la démocratie. Mais il faut être en train de faire la promotion justement de ce que les débats soient constructifs et d'orienter ça de sorte à ce que ce soit utile pour notre démocratie. Pas des gens qui veulent faire sauter Foxtrot, pas des gens qui veulent brûler des bus, pas des gens qui incitent à ce qu'il y ait des morts en Ayo. C'est de ça qu'on parle. Et quand ça tourne vers là, il faut que nous soyons en train de condamner cela. Moi, pour moi aujourd'hui, on dira que je suis radical. Mais pour moi aujourd'hui, le PNPACI était parti sur être dissous. Pour moi. Parce que l'intérêt supérieur de la nation prévaut au-delà de tout. Il faut appeler à la responsabilité des uns et des autres. Quand ce n'est pas le cas, qu'on est dans un parti, que ces partis-là seront coupables de faits délictueux, il faut avoir le courage de dire c'est pas ce qu'on veut. Parce que ce qu'est à base d'eux, c'est une dynamique au niveau de la démocratie. Et pas autre chose. Et c'est vraiment ce que je voulais faire ressortir. Aujourd'hui, là, et malheureusement, Kaza est descendu. Il est en train de parler d'application de la loi. C'est justement ça le dialogue politique. Les gens qui sont en liberté alors qu'ils ont été condamnés là, c'est le dialogue politique là qui crée ça. Mais aujourd'hui, c'est le même dialogue politique, comme il parle du respect des textes, c'est le même respect des textes qui fait que Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo n'ont pas été candidats. Mais ce sont les mêmes qui sont critiqués ça en disant qu'il faut ouvrir un dialogue politique pour permettre d'avoir des mesures de faveur pour que ces personnes puissent outrepasser les textes de loi qui ont été dits. Donc à un moment, il faut qu'on soit cohérent. Donc je vais chuter sur ça pour faire comprendre que lorsque cette dynamique-là, nous tous on est d'accord. Kaza, Soro Guillaume a été condamné actuellement sur le pouvoir Ouattara parce qu'il s'est rendu coupable de faits délictueux. Aujourd'hui, il est condamné à perpétuité. C'est Laurent Gbagbo qui a amnistié toutes les forces rebelles. Et aujourd'hui, les accords de Makoussi ont demandé que nous soyons en train d'aller vers un processus qui a permis que toutes ces personnes soient réintégrées dans notre administration. On suit notre logique. Arrêtons d'être en train de transformer les histoires de la partie sombre de notre pays. Voilà, donc c'est seulement ce que je voulais dire et finir en disant quelque chose. Cher frère Abbas, en 2010 ou en 2005, il y a une alliance politique qui a été mise en place, qui a été appelée le Rassemblement des oppositions pour la démocratie et la paix, composé de plusieurs partis politiques. Ça n'a pas tué le dynamisme démocratique. Ça, au contraire, ça a permis de faire naître un parti qui aujourd'hui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je suis en train de demander. C'est la stratégie, lorsque l'intérêt supérieur de la nation, c'est d'être en train d'avoir des partis, des hommes politiques, des Ivoiriens, des intellectuels qui décident de se mettre sérieusement au travail pour leur pays. C'est ça le plus important. C'est au-delà de la dynamique politique, de la dynamique démocratique, c'est ce qu'on doit viser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Président. Ok, Yann, si tu es là, tu peux prendre la parole. Merci, Président, d'avoir parlé. Merci. Bonsoir à Orly, bonsoir à Abbas, bonsoir, Président, bonsoir, Gel, bonsoir, Ismo et bonsoir, Daouda. J'ai pris un coup, j'ai entendu beaucoup de personnes parler sur l'existence des partis et autres, et j'ai entendu Abbas qui parlait du principe de démocratie dont on avait besoin de plusieurs partis avec différents sons de cloche et différentes manières de penser. Et moi, j'abonde dans ce sens, et c'est ce pourquoi je me bats. Et c'est pourquoi je suis sur les panels. Il y a plein d'autres choses à faire, mais on préfère venir sur les panels pour enseigner et pour éduquer à ces choses-là. Et étant un défenseur de la démocratie, je dis une chose, c'est que la démocratie que nous voulons appliquer à la tête de notre peuple doit se faire à l'intérieur de nos partis. En Allemagne, sous l'occupation du petit H, il y a eu la nuit des longs couteaux, qui a servi à épurer le parti nazi, ce qui a donné naissance à, quand ils sont venus au pouvoir, aux mêmes pratiques, au totalitarisme.
en Russie avec Joseph Staline, qui a fait la même chose dans son parti afin de pouvoir se positionner quand Lénine était malade. On a vu comment il a pu épurer le parti pour devenir après le chef et créer un totalitarisme. Juste ces deux exemples pour vous montrer que ce que nous faisons dans nos partis, ça ressort aussi sur la place publique. Je suis d'accord avec vous quand on dit qu'il faut avoir des partis politiques vivants et participatifs, mais il faut aussi voir le manque de démocratie dans les partis politiques. Quand je finis de dire ça, je vous annonce que je serai très probablement au prochain congrès un ex-militant du PDCI-RDA, parce que le président a demandé aux gens de faire la police aux autres militants. Ça ressemble un peu à ce qui a été fait par le petit H, de faire la police avec la Gestapo, pour que chacun envoie des screenshots de ce que chacun dit. Et même aujourd'hui, j'ai reçu un appel de mon village, d'un des responsables du PDCI-RDA, pour me dire que bon, toi, ton nom revient un peu trop. C'est un peu les comportements de la Gestapo et c'est du totalitarisme. Je ne peux pas, étant ivoirien, membre du PDCI-RDA, l'organe politique dans lequel je suis formé, venir parler de la gestion du président Ouattara sans parler de cette gestion-là. Et je pense que ces gens sont vraiment dangereux pour la Côte d'Ivoire. Imaginez-les à la tête de l'État. Ils vont encourager la délation pour dire que chaque Ivoirien qui voit un Ivoirien ou qui pense qu'un Ivoirien pense le contraire ou qui dit quelque chose de contraire à ce que le président dit doit être mis en prison. Ça sera ça. Et il ne faut pas que notre pays arrive à ça. Il ne faut pas. Ça tue la démocratie, ça tue l'intelligence, ça favorise la pensée unique. Et je pense que nous tous ici, nous sommes contre la pensée unique. J'ai fini par une petite histoire pour dire, il y avait dans un enclos des moutons de différentes couleurs. Il y en avait des moutons rouges, des moutons blancs et des moutons verts. Le mouton vert, vous n'en avez jamais vu, mais il y en avait dans cet enclos-là. Et puis, il y avait un loup qui rôdait autour. Le loup a commencé par manger les moutons verts. Les moutons rouges et les moutons blancs, on dit, ah, ça c'est un problème des moutons verts, ça ne nous concerne pas. Ensuite, il a commencé à manger les moutons rouges. Le mouton blanc a dit, bah, nous on n'est pas concernés, on est des moutons blancs. À la fin, tout le monde s'est senti manger. Juste pour dire que ce qui est en train de se passer dans ce parti, si vous qui êtes amoureux de la démocratie, qui êtes sur ce panel, n'en parlez pas, ne vous en faites pas. Ça va contaminer les autres partis parce que c'est ce parti-là qui donne, comme en musique, hein, il donne le la avant que l'orchestre ne commence. Et ça va se perpétrer à l'échelle de l'État. Donc on y passera tous. Merci. Daouda, Kéouza, tambour. Merci. Ok, qui veut renchérir après Yann? Moi. Ok. Maintenant, c'est le boy Abbas. Abbas Chérif. Vas-y, Abbas. Ok, d'accord. Ok. Alors, ça me fait même sourire. En fait, moi, j'ai une position quand même qui est assez claire. Je pense que il y a un certain nombre de déviances. Moi, je les appelle carrément de la déviance. Et j'en parlais récemment avec quelqu'un qui me disait que il y a certaines, je veux dire, ce sont des gemmes très dangereux qui ont été sémés dans l'esprit, en fait, d'une certaine classe, je ne veux pas dire classe politique, mais une certaine génération carrément. Et qui aujourd'hui, dès qu'elle se sent menacée, mais qu'elle se sent mise dos au mur, a tendance à tout de suite sortir ces germes-là pour pouvoir éventuellement se défendre. C'est vraiment dommage. Mais je trouve, et ça reste ma position personnelle, qu'il y a un véritable travail de moralisation, de formatage qui doit être effectué aujourd'hui au niveau même de la classe politique, de tout ordre et de tout genre. Pour rebondir rapidement sur ce que le frère Namori le disait tantôt, j'estime que c'est vrai, en 2010, le PDCI et le RHDP se sont mis ensemble, mais j'estimais que c'était deux partis d'opposition. Donc je peux comprendre que c'est vrai, idéologie assez convergente, ils ont décidé de se mettre ensemble. Mais ce qui m'inquiète dans ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est que le RHDP est déjà au pouvoir pendant 15 ans. Peut-être 5 années ont été
partagé avec le PDCI, mais aujourd'hui, demander encore à ce parti-là qui, selon moi, d'après ma petite lecture, est quand même l'un des partis, des principaux partis d'opposition, de le rejoindre, pour moi, je trouve que ce serait mettre un coup d'épée dans la démocratie. Pour moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec. Mais après, je pense que si à un moment donné, effectivement, les leaders du PDCI estiment que ce que le frère est en train de proposer, quand même, a du sens, ou bien qu'il y va de leurs intérêts, il n'y a pas de problème, ils peuvent bien donner suite à cela, mais pour moi, pour le dynamisme de la démocratie, j'estime que voilà, ce serait pas forcément un bon son de cloche, mais la moralisation et l'assainissement de l'espace politique, ce serait vraiment quelque chose de bien. Je suis un peu peiné de ne pas voir, parce que par exemple, dans certains partis en Europe, dans des démocraties avancées, on avait des véritables, je ne vais pas dire des centres de formation politique, des écoles, des universités d'été, etc., même des périodes de renforcement de capacités politiques. Il y a beaucoup d'activités dans ce sens-là qu'on ne sent pas forcément au niveau de nos partis ici. Donc du coup, il y a beaucoup de valeurs qui sont laissées pour compte au profit de certaines réalités qui normalement ne devraient pas avoir droit de citer en politique, surtout dans des pays en voie de développement comme les nôtres. Hélas, je pense que c'est une phase de notre démocratie, peut-être qu'on va devoir traverser, mais j'espère que des jours meilleurs vont vite se présenter à l'horizon. Voilà, donc c'était vraiment ce que j'avais envie de partager. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.